Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là ce soir. J'espère que vous allez bien, même très bien. Je suis Florie, donc je suis super contente de vous accueillir pour notre tout premier live dans lequel on va parler du coup du syndrome de Cushing qui peut toucher jusqu'à 30% des chevaux seniors, donc des chevaux âgés à partir de 20 ans. On a aussi rédigé un article à ce propos avec une infographie dédiée qui se trouve sur notre site internet. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous n'y êtes pas déjà allé. C'est notre tout premier direct, donc je vais vous demander d'être un petit peu indulgent avec nous aussi. On va laisser un petit peu tout le monde se connecter. Et puis rapidement, on va accueillir donc l'une de nos vétérinaires. Donc on a 2 vétérinaires qui constituent notre pôle santé chez Reverdy. Et donc ils font toutes les formulations des produits, qui font les rationnements, qui nous aident à répondre à toutes vos questions, vraiment au quotidien. Donc voilà, elle va nous parler donc de la maladie de Cushing, de la cause, du diagnostic, des symptômes, et puis surtout comment gérer cette maladie au quotidien, et puis comment gérer l'alimentation du cheval atteint de la maladie de Cushing. Et puis dans un second temps, on va essayer de traiter un maximum de questions que vous nous avez posées au cours de ces derniers jours, donc juste avant ce live. Et puis pendant, n'hésitez surtout pas si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à interagir, à commenter, à nous poser vos questions. On essaiera d'y répondre en direct si on le peut. Et puis sinon, on y répondra après le live, il y a absolument aucun problème. Voilà, donc je vais rajouter Aneva. Donc elle va bientôt se connecter et puis je vais pouvoir lui laisser la parole. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci de m'accueillir. Ça va? Oui, ça va, impeccable. Je vois qu'il y a du monde qui se connecte. Donc, oui. Super. Voilà, donc je te laisse un petit peu la parole, parler de la maladie un petit peu en général, et puis de la gestion au quotidien, de la gestion de l'alimentation. Et puis après, si ça te va, on passera aux questions-réponses. Oui, pas de problème. Alors, du coup, Florie, elle m'a déjà présenté, donc je saute ce paragraphe. Donc, je vais directement vous parler de la maladie de Cushing. Dans la littérature, on parle bien aussi de PPID. J'y tiens un tout petit peu de le préciser parce que finalement, la pathologie n'est pas exactement la même que pour l'humain. Et finalement, on l'a appelée comme cela puisque quand la maladie a été découverte, elle fut nommée après celui qui l'a découverte, Cushing. Mais en l'occurrence, c'est pas exactement pareil chez le cheval que chez l'humain. Donc c'est pour ça que souvent on parle quand même de PPID. Donc, alors qu'est-ce que c'est? Vous devez déjà savoir un petit peu quand même de quoi il s'agit. La maladie de Cushing, en fait, ou le PPID, est liée à un dysfonctionnement de la partie intermédiaire d'une petite glande dans le cerveau, dans l'hypophyse, qui est due à une neurodégénérescence. En fait, elle va sécréter trop d'hormones, trop d'ACTH, qui à son tour va engendrer une autre hormone à être trop sécrétée, la cortisol. En fait, c'est l'hormone de stress, et qui, elle, à son tour, va faire en sorte que tout le métabolisme du cheval en question sera complètement déréglé. Et ça entraîne du coup pas mal de problèmes, de symptômes qui vous sont sûrement connus. Les principaux symptômes qu'on peut rapporter sont par exemple la fourbure, le poil très long, la baisse, on dit souvent aussi l'amyotrophie, donc la perte des muscles, une perte musculaire, une amyotrophie. Il y a plein de choses qui sont assez claires, et il y a aussi des symptômes un petit peu moins clairs, tels que une baisse de performance ou une baisse de fertilité, des baisses d'immunité, des infections, des inflammations chroniques et récurrentes, donc des petites choses qui peuvent nous alerter sur cette maladie. Alors le diagnostic, c'est vrai qu'on va en parler aussi parce que je pense que les questions porteront un petit peu là-dessus aussi, Florie. Oui, pas mal.
Mais au niveau du diagnostic, c'est vrai que maintenant, on peut dépister cette maladie avec une prise de sang. On va, dans la prise de sang, mesurer l'ACTH, l'hormone qui est dans le plasma. Et on a défini, en fait, les chercheurs et les vétérinaires ont défini des taux qui peuvent nous permettre de définir si le cheval est plus ou moins atteint ou non de la maladie. Après, il reste toujours les cas un petit peu compliqués où c'est juste en dessus, juste au-dessus. Et pour cela aussi, d'autres tests ont été encore développés de façon à ce qu'on puisse bien définir finalement les valeurs référentielles. Et c'est pas toujours noir et blanc. Et malheureusement, ces chevaux n'ont pas toujours tous lu les livres, donc c'est pas toujours facile. Mais en gros, c'est ce qui permet de diagnostiquer la maladie. Voilà, est-ce que je peux encore ajouter d'autres choses? Non, je pense que là, je tenais aussi simplement à vous faire passer un petit message qu'on essaye ce soir de répondre à vos questions et que ce live ne constitue en aucun cas une substitution au traitement de votre vétérinaire et des conseils de votre vétérinaire, hein, bien évidemment. On essaye de vous apporter des petits plus au niveau surtout de nutrition et puis peut-être comme ça se tient main dans la main aussi peut-être quelques conseils pratiques, mais en tout cas, ça sera certainement pas une consultation à la place de votre vétérinaire, hein, surtout pas. Voilà. Et du coup, peut-être si tu peux dire un petit peu comment, il y a le traitement et comment on gère la maladie au quotidien et surtout sur le côté alimentation, qu'est-ce qu'on peut faire et ce à quoi il faut faire attention. Oui, bien sûr. Alors, vite fait, le traitement, c'est vrai qu'on connaît tous les fameux petits cachets roses qui s'appellent Prasend, qui sont maintenant assez faciles à donner. C'est vrai que c'est le traitement de choix, hein, c'est du percolide mésylate ou mésylate de percolide. C'est vrai que c'est le traitement de choix tout de suite. Il existe encore d'autres molécules qui étaient utilisées dans le passé, qui ont eu peut-être des succès de traitement un peu différents. Parfois, il faut combiner plusieurs molécules à la fois pour pouvoir avoir un traitement satisfaisant. Mais c'est vrai que le traitement médical, en tout cas, passe par cette voie-là pour la plupart du temps. Et après, bien évidemment, il ne faut pas oublier que beaucoup de choses à côté sont nécessaires pour gérer le cheval qui souffre de Cushing au quotidien, c'est-à-dire assurer les soins vétérinaires, surtout de la dentisterie, c'est très important. Maréchalerie, on n'en parle pas assez souvent, mais les chevaux qui souffrent de fourbure ont besoin d'avoir un suivi maréchal très fréquent, ou en tout cas régulier. Vaccination, vermifugation, toutes ces choses-là. On sait que ces chevaux-là ont une immunité moindre, donc c'est important de faire en sorte que cette immunité, qu'ils soient aidés en tout cas en matière de protection vaccinale au niveau des au niveau de la vermifugation, c'est important aussi. Donc ça, c'est les petits côtés pratique, management et bien sûr la nutrition, un petit peu pourquoi on est là ce soir aussi. On a de plus en plus de questions qui nous sont posées par rapport à des chevaux seniors qui ont du mal à prendre de l'état ou qui ont perdu beaucoup d'état. Donc oui, il y a des choses qu'on peut absolument faire pour essayer de gérer le quotidien de ces chevaux au mieux. D'accord. Et donc, on va y venir un petit peu après dans les questions ou tu veux déjà en parler maintenant? Comme tu veux, Florie. Je pense qu'avec les questions, on a largement le temps de toucher à plusieurs aspects. En grande, oui, je pense qu'on peut passer aux questions, oui, bien sûr. Ouais, ok. Sinon, ça va ennuyer tout le monde. Les questions, on va les aborder un petit peu dans l'ordre dans lequel tu viens de présenter les choses, parler des causes, diagnostic, traitement, et puis on passera vraiment à l'alimentation après, si ça te va. Parfait. Il y a une toute première question de Marie qui demande si une jument de 6 ans, elle peut être atteinte du syndrome de Cushing ou si c'est plutôt réservé aux chevaux seniors. Alors, c'est une question un peu délicate. Oui, il y a eu des cas rapportés dans la littérature de chevaux très jeunes qui ont été, en effet, qui sont Cushing, qui souffrent du PPID. Mais il faut bien savoir que l'hormone qu'on mesure, la CTH, peut augmenter aussi en fonction de situations stressantes ou par exemple de la douleur ou inflammation aiguë, le transport même, ça peut faire augmenter la CTH. De combien exactement, c'est difficile à dire et du coup il faudrait sur des chevaux de cet âge-là se pencher sur d'autres paramètres annexes. On ne peut pas uniquement utiliser ce paramètre-là.
Donc ça dépend complètement du contexte clinique de cette jument, si c'est sa question. Mais oui, évidemment, il y a des chevaux, mais c'est très rare. Enfin, il y en a, mais c'est rare. Ok. Donc il faut faire attention de ne pas mélanger un taux plasmatique élevé avec l'unique conclusion que ça peut être un Cushing. D'accord, ok. Il y a une autre question donc, de l'élevage Lynn Roca qui demande si une maladie telle que la pyro ou la maladie de Lyme pouvait favoriser l'arrivée, la survenue de Cushing. Alors, je dirais que c'est plutôt l'inverse. Curieusement, parce que il faut bien savoir que c'est des chevaux qui sont, déjà, ils sont pour la plupart du temps, ils sont seniors, ils ont un système immunitaire, ils sont immunodépressifs, on les appelle un petit peu comme ça. Donc, ils ont une immunité qui n'est pas fonctionnelle à 100%. Donc, plus ou moins, si ces chevaux ont cette pathologie, ils peuvent très bien facilement ne pas pouvoir faire face à un autre pathogène ou un autre virus ou quoi que ce soit, et ils peuvent potentiellement déclencher une autre maladie. Donc je dirais que c'est plutôt l'inverse en fait. Ok. Ensuite, donc, on a une question d'Amandine qui dit qu'elle a pu lire que le stress et l'utilisation du Torné lors des prises de sang pouvaient erroner les résultats de celle-ci, et elle se demande si ça peut remettre complètement le diagnostic en cause ou simplement impacter les résultats. Eh bien, c'est ce que je venais un peu d'aborder dans la question précédente. Oui, la CTH peut en effet changer, varier en fonction de la situation. Je dirais que simplement une prise de sang avec un Torné, je ne suis pas certaine que ça puisse modifier vraiment à un point significatif le taux d'ACTH plasmatique. Mais en l'occurrence, si c'était du stress de longue durée, ou en tout cas pour le cheval, peut-être que pour le cheval, c'est trop stressant quand même, hein, ça pourrait. Ouais, ça dépend de l'individu aussi. Exactement, ça dépend de la situation. Ça pourrait avoir une influence. Maintenant, de là à être juste en dehors ou au-dessus des normes référentielles, c'est difficile à dire. Il faut encore une fois regarder le cheval dans son contexte clinique aussi. Est-ce que c'est un cheval qui a peut-être d'autres symptômes? Est-ce qu'il y a moyen aussi de regarder par exemple son insuline, sa glucose, etc. C'est vrai qu'il n'y a pas que la CTH miracle qui fait que le cheval a un PPID ou un Cushing en tout cas. D'accord. Ensuite, donc, il y a une question de Sabine qui demande s'il y a un risque lorsque, lors du test de stimulation, la CTH est tout de même normale. Non, en principe, non. Comment peux-tu répéter la question, Florie, s'il te plaît? Y a-t-il un risque lorsque, lors du test de stimulation, si la CTH est normale? Non, en principe, non. Il va toujours, si le cheval a ce syndrome de Cushing, la CTH sera suffisamment, normalement, elle passe au-dessus d'un seuil de 100 picogrammes. Après, ça dépend un petit peu des laboratoires, mais 100 picogrammes par litre. Ouais. Et du coup, c'est vrai que si c'est vraiment fait, enfin, selon le protocole, ça dépend un peu des protocoles qui sont définis, mais logiquement, si le cheval souffre du syndrome de Cushing, le test de TRH sera suffisamment fiable pour pouvoir définir si le cheval est patient Cushing. D'accord, ok. Et du coup, j'allais y venir. Est-ce que on peut donner des valeurs seuil ou à partir desquelles Oui, il existe des valeurs. Ouais, bien sûr, il en existe. Je propose qu'on les publie peut-être plus tard Ouais. sur notre site. Ça sera peut-être plus facile parce que si je l'ai dit comme ça, on sait Ça que. va pas vouloir dire grand-chose. Voilà. Par contre, ce que je peux dire, exactement, ça va pas vouloir dire grand-chose. Ça risque de prêter à confusion. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une variabilité saisonnière. Ça, c'est important de le dire. Tous les chevaux l'ont. Je pense que beaucoup de personnes sont assez sensibilisées à ça maintenant, mais on le savait pas il y a quelques années encore. Et ce taux, en fait, varie chez tous les chevaux. Donc, on a pu établir des valeurs référentielles saisonnières. Ça veut dire qu'on sait qu'en octobre, de façon standard, enfin de manière naturelle, on trouve toujours un seuil plus élevé chez les chevaux qui sont Cushing. D'accord. Et toute l'année, par contre, chez ces chevaux-là, toute l'année, ce seuil sera élevé. Ok. Finalement, au-dessus des références même automnales. D'accord. Ok.
Ensuite, on a une question de Fanny qui demande pourquoi Oui. son cheval transpire abondamment toute la journée alors que le taux est bon et que la prise de sang, donc son cheval est sous Prasend et que la prise de sang est bonne aussi. Elle demande si elle doit le couvrir ou si elle doit le tondre. J'ai vu qu'on avait une question aussi tout à l'heure en direct, savoir quelle tonte on pouvait recommander et ce qu'on recommandait par rapport à ça pour les chevaux cachés. Oui, c'est pas facile ça aussi de répondre à ça parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Est-ce que le cheval travaille encore? Est-ce que le cheval voilà, est dehors, est logé? Enfin, c'est pas facile de répondre à un oui ou un non tout court à ça. Ce que je peux dire, c'est que bien évidemment, on traite si le cheval est traité avec bon, un traitement médical. Il est censé répondre à ce traitement médical de façon favorable et donc de diminuer son hirsutisme parce que l'hirsutisme, c'est enfin, du coup l'hypertrichose en fait, c'est-à-dire la quantité de poils vraiment élevés reste quand même encore présente. Il y a pas mal de chevaux. Moi, je voyais bien, enfin, en pratique équine, c'est vrai que même si les chevaux sont traités, ils restent quand même très poilus, si j'ose dire. Donc oui, je dirais oui, tondre si le cheval travaille comme un cheval en règle générale normale. Après, faut faire attention de pas voilà fragiliser encore une fois la robe en le couvrant si les poils sont trop longs. Enfin, c'est vrai que c'est pas très simple à répondre. Je dirais que ça dépend du contexte, mais le fait qu'il soit sous traitement médical n'enlève pas complètement Okay. exactement ce symptôme-là. Ok, d'accord. Alors ensuite, donc, on parle toujours des symptômes. C'est Marielle qui nous dit qu'elle a entendu parler de troubles de l'humeur ou du comportement lors de coaching, qui demande de manière un petit peu précise comment cela se manifeste, quel type de troubles ça peut engendrer, et si ces symptômes peuvent perdurer, même si on arrive à garder le taux d'ACTH assez stable et bas. Alors, les troubles de comportement qui sont décrits, et je ne sais pas si c'est celle de la dame en question, c'est la léthargie. En tout cas, les chevaux qui sont patients Cushing ou qui souffrent du syndrome de Cushing, ils sont souvent déprimés. Et c'est vrai qu'ils sont un peu amorphes, on dirait qu'ils sont un petit peu stone, hein, pardon, c'est pas très scientifique de parler comme ça, mais je m'exprime bien, enfin, ils sont un petit peu ailleurs, ils sont léthargiques en fait, ouais. Et donc, si elle entend ce comportement-là, ou en tout cas cette attitude-là par un changement d'attitude, ça, c'est bien le cas. Après, si elle parle d'autres comportements tels que agressivité ou excitabilité, je ne sais pas. Je pense que c'est moins probable. En tout cas, moi, j'en ai pas vu beaucoup. Mais ça pourrait encore être lié à la douleur, malgré tout. Si, par exemple, le cheval a quelque chose de particulier ou mal parce qu'il est pas confortable, ça pourrait en tout cas expliquer aussi un inconfort certain. Oui, d'accord. Alors, et une fois sous traitement, oui, on a bien vu l'amélioration de l'attitude du cheval, en tout cas au niveau de la léthargie. Mais bon, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il n'y a pas que le traitement médical, encore une fois. Hein, on en parlera après quand on va aborder un peu plus la nutrition. Mais c'est évidemment important de gérer sur plein de points il y a beaucoup de pathologies. Beaucoup de paramètres. Okay. C'est ça. Après, donc, il y a Alexia qui a une jument de 24 ans qui est sous Prasend. Elle a beaucoup de difficultés à garder de l'état. Elle est stabilisée, mais elle a perdu pas mal d'état. Elle a du mal à regrossir. Et elle dit aussi qu'il y a toujours un petit peu de diarrhée qui accompagne, après chaque crottin. Et elle demande, voilà, ce qu'on peut lui conseiller là-dessus. Donc là, c'est plus côté nutrition. Et ensuite, elle reparle aussi du Prasend et demande s'il y a un autre traitement que le Prasend. Et elle a pas mal de questions. Et elle parle aussi des infections cutanées. Donc, je sais pas si tu veux qu'on prenne les choses. Splitter la question en plusieurs fois. Ouais. Alors, tu me disais la jument perd de l'état, c'est ça? Oui, ouais. Elle a du Prasend, elle est stabilisée, mais elle a perdu beaucoup d'état. Elle a du mal à reprendre. D'accord. Alors, oui, il y a plusieurs façons d'aborder des cas comme ça. Il faudrait déjà aussi savoir si la jument a souffert de fourbure. Ça, c'est un petit peu l'élément dans la question qui nous manque, parce que le conseil nutrition qu'on va pouvoir lui donner va aussi un petit peu dépendre du fait de savoir si la jument a souffert ou non de fourbure.
Admettons que la jument n'ait pas forcément souffert de fourbure et qu'elle n'ait perdu que du muscle, entre guillemets, elle pourrait assurer en lui apportant par exemple un apport protéique dans un correcteur de foin, par exemple le céréal free. Elle pourrait lui apporter cela sans forcément lui apporter beaucoup de sucre et d'amidon. Maintenant, si ça lui suffit pas, elle a peut-être besoin d'apporter aussi un peu plus de matière grasse. Et d'autres aliments, par exemple le spécifique, est adapté à cela aussi. Mais ouais, en l'occurrence, c'est vrai qu'il faudrait qu'on sache si la jument a fait des crises de fourbure pour vraiment bien pouvoir Pour cibler un peu plus. la conseiller. Ok. Et Ok. La deuxième partie de la Et question. est-ce qu'elle parlait aussi de diarrhée après chaque crottin, savoir Oui. si... Alors, est-ce que la jument est déjà mise sous probiotiques ou postbiotiques? Ça peut être une question intéressante. On en parlera peut-être tout à l'heure aussi, parce que ça permet le fait de mettre les chevaux sous un pro ou un postbiotique. En tout cas, ça permet de valoriser la ration fourragère aussi, et du coup il y a un gain de poids imminent derrière, donc ça c'est très intéressant. Et ce qu'il y a aussi, c'est que ce problème de diarrhée, alors est-ce que c'est du free fecal water comme on dit, est-ce que c'est vraiment des crottins qui sont déjà formés et qui voilà, et est-ce que l'eau vient après ou comment est-ce que c'est constitué? C'est difficile à dire. Alors, je ne sais pas trop, après, la manière dont elle a écrit la question, elle me dit après chaque crottin, comme si c'était ce que tu décris, du coup. Oui, exactement. J'en déduis un tout petit peu que c'est du free fecal water, comme on dit, enfin, de l'eau libre après le crottin. Donc, elle pourrait éventuellement consulter son vétérinaire et parler de transphonation. Il existe des protocoles qui ont été établis pour ça. Donc, en gros, j'explique pour les autres personnes qui nous suivent, on prend un crottin d'un cheval sain. Et ensuite, on vient le diluer et puis on va le réintroduire dans le cheval qui est malade ou qui souffre en tout cas de ce symptôme. Et selon un protocole fixe, et on a pas mal de pourcentage d'amélioration en tout cas. Donc c'est un peu pénible parce qu'il faut faire un sondage nasogastrique, mais les résultats sont assez bons. Et ça peut porter ses fruits. Ouais, je pense que je lui conseillerais ça. Et ce problème-là peut être lié directement à Cushing ou oui, oui, parce que oui, ça peut évidemment sur l'organisme total. Enfin, il y a certainement des effets. Après, de la diarrhée chronique directement liée au Cushing, pas forcément. C'est la santé en totalité, si tu veux, qui est concernée. Donc oui, il faut s'assurer à tous les points que le cheval puisse fonctionner correctement et les intestins sont numéro 1. Oui, bien sûr. Et du coup, cette même personne nous parlait d'infections cutanées, que s'agissant des infections cutanées régulières. Est-ce que, pareil, c'est directement lié? Est-ce qu'on a des conseils par rapport à ça? Oui, ça c'est probablement directement lié, oui, parce que en effet, c'est ce que je décrivais tout à l'heure. Il y a souvent des chevaux qui ont le Cushing, souvent des infections. Enfin même des petites plaies, enfin ça vient tout le temps. Le traitement ne permet pas toujours d'améliorer à 100% tous les symptômes, donc malgré tout, je pense que ça restera un petit peu délicat. Voilà, il faudra quand même les soigner malgré tout. Disparaître par miracle, ça sera très très compliqué. Il faut vraiment s'assurer que sa ration lui apporte vraiment une couverture optimale et enfin en oligo, en vitamines. De façon à ce qu'elle soit certaine que l'immunité de ce cheval fonctionne bien. Il faut reprendre la ration dans sa globalité. Oui, je pense que déjà, oui, ça serait une bonne chose. Ok. Ensuite, on a deux questions différentes, mais qui parlent de chevaux au travail. Donc, la première, c'est de Samantha, qui demande dans quelle mesure un cheval atteint de la maladie de Cushing peut-il continuer à travailler? Et est-ce qu'il vaut mieux arrêter complètement de le monter et de le travailler, ou au contraire maintenir une activité pour notamment conserver une masse musculaire? Oui, moi je suis plutôt pour la seconde option dans la mesure du possible. C'est déjà bien pour le moral du cheval s'il prend du plaisir à travailler ou en tout cas faire quelque chose et pas être au fond du champ ou au fond du paddock. Donc oui, dans ce cas-là, ça peut être assez intéressant. Maintenant, il faut que sa santé le lui permette. Donc ça aussi, c'est un petit peu au cas par cas et au bon sens de la propriétaire, en tout cas de savoir si son cheval peut tout à fait
voilà, travailler. Je pense que c'est possible. Moi, j'ai vu pas mal de chevaux en clientèle qui travaillaient et qui étaient sous traitement et bien accompagnés sur les autres plans aussi. Donc, je pense que c'est tout à fait possible, mais c'est au bon sens du propriétaire. Oui, si le cheval, la santé du cheval le permet. C'est ça, exactement. La fourbure, bon, c'est vrai que c'est le premier souci, je dirais, dans ce cas-là, mais bien sûr, c'est possible. Ok. Donc après, bah, ça rejoint un petit peu la question suivante d'Anouchka qui demande s'il est... alors, c'est pas tout à fait pareil, hein, mais qui demande si le cheval ne travaille pas, s'il est indispensable de le traiter. Et alors après, je pense qu'on parle un petit peu plus des valeurs dont on parlait tout à l'heure. À partir de quel stade doit-on s'inquiéter? Je pense que c'est aussi à voir avec son vétérinaire. Mais... Exactement, ouais. Je pense que c'est bien sûr, il y a des valeurs, on pourra vous les publier hein, pour être transparent sur ce point, il n'y a pas de problème. Mais en effet, c'est à voir avec le vétérinaire et en fonction du cheval, bien évidemment. Donc la première partie de la question, c'était si le cheval il est indispensable de traiter un cheval à partir du moment où voilà, c'est ça. Bah, c'est jamais, enfin, c'est indispensable selon ce qu'on souhaite faire en fait. Hein. Si le cheval se maintient bien, bon, voilà, c'est le propriétaire qui décide de le traiter ou non. Le problème, c'est que plus la maladie prend de l'ampleur, je dirais, plus ça va être compliqué de rattraper après les dommages causés par l'avancement, par la myiotrophie, par les infections récurrentes, etc. Donc oui, je pense que si on a un cheval qui est positif, enfin qui a un c'est pas le travail qui va faire qu'on a besoin de le traiter. Le travail, non, tout à fait, exactement. Ouais. Okay. Donc oui, vaut mieux traiter quand même, tout à fait. Okay. Donc après, bah du coup, c'est une question sur le traitement qui demande si le Presen est la meilleure solution. Savoir s'il peut y avoir une alternative, et elle nous demande aussi si les antibiotiques peuvent être envisageables sur une jument de 28 ans affaiblie. C'est dans la question. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Presen ce soir, oui. Mais oui, ça se tient encore une fois avec la nutrition, bien sûr, mais il y a plusieurs, c'est ce que je disais déjà tout à l'heure, il y a plusieurs molécules qui ont été utilisées pour traiter le Cushing. Maintenant, pas tout est disponible aussi comme on le souhaite. Hein. On a des règles à respecter en matière de pharmaco, etc. Donc, on peut pas faire ce qu'on veut. Oui, il y a d'autres molécules efficaces ou moins efficaces. Et parfois, il faut combiner plusieurs molécules en même temps pour pouvoir avoir un résultat satisfaisant, même augmenter les doses de façon vraiment conséquente. J'ai vu ça par exemple en Angleterre où on est à des doses largement supérieures. Les recommandations sont vachement plus élevées que par exemple ici, alors que le fabricant limite quand même la dose à une certaine quantité. Mais bon, on n'est pas forcément là pour parler de ça ce soir, mais oui, il y a plusieurs choses possibles. Par contre, au niveau des antibiotiques, ça sera pas pour traiter le syndrome du Cushing. Hein, ça sera vraiment pour traiter les infections adjacentes qui auront pu, importuner le cheval. Donc peut-être que le cheval a tousse ou peut-être qu'il s'est passé autre chose dont je ne sais pas, mais il aura peut-être besoin d'un traitement en un point, hein, évidemment. Oui, mais ce n'est pas premièrement pour le Cushing, quoi. Oui, ok. En parlant d'infection, on en avait une autre qui demandait comment limiter les infections récurrentes, type infection dentaire, abcès, sinusite et ce genre de choses. Tu l'as déjà abordé un petit peu tout à l'heure. Oui, ça c'est vrai que c'est typiquement les infections dont on parle pour les chevaux Cushing. Oui, on en a parlé tout à l'heure. Il faut essayer de gérer et de les prévenir. En fait, il faut pas les traiter, mais surtout les prévenir. Donc, assurer une ration bien équilibrée, oligovites, vitamines. D'ailleurs, après, si on peut faire je peux faire un petit point là-dessus quand on va voir ça, mais c'est vrai que la vitamine C peut être tout à fait intéressante pour les chevaux Cushing. Il faut essayer d'assurer un suivi dentiste ou en tout cas technicien dentaire ou vétérinaire une fois par an, voire deux pour certains chevaux qui sont vraiment très très difficiles à gérer au niveau du poids. Vaccination, vermifugation, toutes ces choses-là. Essayer de choisir son foin aussi, par exemple, parce que la fibre est importante aussi, malgré tout, dans la nutrition. On peut en parler tout à l'heure aussi, mais
je vois que le temps défile. Donc. Exactement, on va y venir à la nutrition du coup. Oui. Il y a une question d'Astrid, alors c'est un petit peu ce que tu as déjà abordé tout à l'heure, qui a donc un cheval qui est sous traitement, pardon, sous Prasène, qui a 25 ans et qui perd de l'état. Et du coup, elle demande quelle alimentation privilégier et quelle est l'alimentation la plus adaptée. Oui. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, en effet, pour les chevaux qui ont une musculature insuffisante et qui reçoivent un fourrage un petit peu pauvre en protéines, bon, je ne sais pas son cas, donc je vais répondre un tout petit peu en général parce que ça va certainement concerner plus de personnes comme ça. On peut se satisfaire de distribuer un correcteur de foin ou en tout cas, enfin... par exemple, le céréal free, ça apportera une matière, ça apportera des protéines, donc ça sera intéressant pour ces chevaux-là. Si on a des chevaux qui sont en revanche, je fais un tout petit paragraphe, si c'est des chevaux qui sont en revanche, qui se tiennent bien en forme en mangeant du foin ou du fourrage uniquement, on peut se satisfaire de leur donner qu'un complément minéral et vitamines uniquement. Par exemple, l'oligovite, ça ira très bien pour ces chevaux-là. Éventuellement, on peut les supplémenter en vitamine C, ça peut être intéressant. On peut vous communiquer aussi plus tard les quantités et les doses. Par jour, mais voilà, ça pour ces chevaux-là, ça suffit. Bon, alors dans le cas où on a et un amaigrissement et une amyotrophie, donc une perte musculaire, là, il faut se tourner sur un aliment qui contient un petit peu plus en matière on va dire, d'apport énergétique, mais pas trop d'amidon. Parce que c'est important de respecter les recommandations internationales en fait, qui ont été faites pour essayer de limiter l'ingestion d'amidon qui peut après aggraver une insulinémie ou en tout cas une insulinorésistance pour ces chevaux-là. Parce qu'il faut quand même savoir que les chevaux qui souffrent de Cushing sont pas pour la plupart, mais en tout cas sont souvent insulinorésistants. Ouais. Donc il faut essayer d'éviter des index glycémiques élevés. Et pour cela aussi, les céréales, les floconnés, sont vraiment à ne pas utiliser du tout chez les chevaux qui ont ces problèmes métaboliques, hein, aussi bien pour les chevaux, on va dire SME, donc maladie, on va dire, on peut en parler une autre fois, mais en tout cas le syndrome américain. Et aussi un petit peu dans ce cas-là. Donc, dans le cas de cette dame-là, si son cheval a perdu du poids et a aussi une amyotrophie, l'apport de lipides et de fibres, par exemple, peut lui porter peut être une solution. Ok. Donc si je résume, si le fourrage suffit au cheval pour se maintenir en état, qu'il n'y a pas de problème d'état, simplement un CMV comme le minéral oligovite. S'il y a une perte d'état, mais plus une perte musculaire, à ce moment-là, le céréal free, qui est un correcteur de foin, peut convenir parce qu'il apporte notamment des protéines. Et si c'est vraiment un amaigrissement, plutôt partir sur un aliment adapté pour ne pas surcharger en amidon comme l'adulte spécifique énergie, et puis complémenter avec de l'huile comme l'oméga oil, apporter tout à fait. Un apport de matière grasse en plus. C'est ça, exactement. Et je me permets aussi de réagir parce que je vois qu'il y a une dame là qui réagit par rapport à la graine de lin extrudée. Oui, ça c'est très bien. L'oméga 3, c'est pour ça qu'on est aussi, chez Overdy, il y a le label bleu blanc cœur. Simplement aussi parce qu'on apporte, on rétablit un peu la balance oméga 3, oméga 6, justement parce que on rajoute de la graine de lin extrudée en fait dans les aliments et c'est ce qui permet aussi de rétablir cet équilibre-là. Hein. Les oméga 3 sont importants, sont un anti-inflammatoire entre guillemets naturel et qui peuvent tout à fait être de très bon usage, je dirais, chez les chevaux Cushing qui ont besoin d'avoir un apport en matière grasse, quoi. Les matières grasses, de toute façon, sont intéressantes pour ces chevaux-là parce que d'une part, elles permettent de réduire l'apport en céréales, donc la quantité, et aussi la quantité du coup, et ça fait qu'on arrive à baisser considérablement les taux d'amidon, etc. Donc on gère beaucoup mieux la ration. Faire bien attention à l'index glycémique de la ration totale. Tout à fait, exactement. Okay. Ouais. Et du coup, on pourra la publier ça parce qu'il y a des recommandations pour les chevaux qui sont par exemple fourbus ou qui souffrent de fourbure. On aime bien quand même ne pas dépasser 15 grammes d'amidon par repas en fait.
par 100 kilos de poids ouais. par repas. On peut republiera cela, mais c'est important, ou en tout cas c'est dans notre petit texte aussi. Ça c'est important quand le cheval est fourbu et qu'on doit accompagner une fourbure. Et comment ça s'appelle, pour des chevaux qui sont sujets en tout cas à des maladies métaboliques, on conseille de ne pas dépasser 30 grammes d'amidon par 100 kg de poids par repas. Ouais. D'accord. Okay. Du coup, on reste sur les produits dont on parlait. Il y a Alix qui a un cheval de 29 ans qui est atteint de Cushing, qui est sous traitement depuis 5 ans, qui est nourri au foin et avec donc l'aliment adulte spécifique énergie et complémenté avec de l'huile. Et ils sont apparemment super contents des résultats. Elle demandait juste s'il y avait un intérêt à passer au correcteur de foin, au céréales free, là, dans son cas, apparemment, tout va très bien. Mais quel était l'intérêt, du coup, éventuellement, dans ce cas-là, du céréales free par rapport à l'adulte spécifique énergie? Je dirais... Ouais, c'est difficile à dire. Il faudrait qu'on puisse voir le cheval, etc. Je pense que si ça va bien, il ne faut pas changer. Hein. On dit toujours pas changer une équipe qui gagne. Ouais. Donc, si ça va bien pour elle, je pense que je changerai pas pour autant, en fait. Hein. Là, pour le moment, il n'y a pas besoin. Le céréal free, c'est intéressant à partir du moment où le cheval a juste perdu un petit peu de muscle et qu'on a possibilité de lui apporter des protéines, des acides aminés. Ok, mais si vraiment il a besoin d'aliments, entre guillemets, pour se maintenir en état, il vaut mieux rester sur la spécifique énergie. Oui, je pense que cette configuration conviendra mieux, oui, tout à fait. Okay. Je pense que c'est intéressant aussi peut-être de juste reparler un tout petit peu du fourrage, parce que je sais pas si dans les questions, il y a encore des questions là-dessus, mais le fourrage est aussi un élément qu'on doit absolument prendre en compte dans la gestion, le fourrage et d'ailleurs l'herbe, parce que ça c'est toujours une cata. Quand on arrive à la saison où l'herbe pousse et que tout le monde se dit comment je vais faire pour gérer mon cheval Cushing, c'est vrai que c'est très problématique. J'ai pas de conseils en or à donner, mais en tout cas on peut toujours essayer d'avoir quelques lignes conductrices. Pour le foin, en tout cas, l'intéressant ce serait de le faire tester. On aime bien ne pas dépasser 10 grammes par kilo de matière sèche en sucre soluble. Pourquoi? Parce que les sucres solubles sont digérés dans l'intestin grêle. L'intestin grêle, ça va contribuer à l'hyperglycémie, etc. Donc, on essaye de garder un taux de sucre suffisamment bas pour pas induire une hyperglycémie, etc. Et donc, contribuer à l'insulinorésistance in fine. Donc, ça, c'est une chose qu'on peut faire. Donc, analyser son foin. Si on n'a pas cette possibilité-là, on peut, ou que c'est difficilement réalisable pour quelle raison que ce soit, on peut le faire tremper, par exemple, pendant un certain moment pour en dissoudre, comment on dit, pour... Oui, je trouve plus le mot non plus, mais les sucres solubles partent directement dans l'eau. Dissoudre une partie des sucres voilà, on solubles. va dissoudre une partie des sucres solubles de cette manière pour éviter une prise trop importante de sucre. Il faut bien vous imaginer que quand un foin contient plus de 20 grammes par kilo de foin, l'ingestion de sucre est quand même assez importante. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas l'oublier, ça. Et quelqu'un qui nous a trouvé le mot, c'est diluer. Diluer, oui, voilà. Il est tard le soir, hein, voilà. Travailler, des fois, le cerveau, il vient plus comme on veut. Non, donc ça. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à l'herbe? Oui, l'herbe aussi est problématique parce que c'est vrai que on a des chevaux qui ont pas la possibilité d'aller à l'herbe, mais qui ont besoin de manger quand même. Donc souvent, ce que je conseille malheureusement, c'est soit d'essayer de le limiter, de donner quand même du foin, même si l'herbe pousse, parce que c'est quand même un peu plus contrôlable. Aussi de mettre éventuellement des muselières ou des masques ou ce qu'on veut pour essayer de limiter la quantité ingérée, mais c'est pas toujours facile parce que suffit qu'il soit malin, le cheval, pour que il enlève. Donc c'est assez compliqué. Ouais. On a eu pas mal de questions depuis tout à l'heure en disant que le cheval était à l'herbe toute l'année et savoir si c'était problématique ou pas. Est-ce qu'il y a aussi peut-être des périodes où il faut être un petit peu plus vigilant par rapport à l'herbe que d'autres? Oui, bien sûr. Il y a des périodes quand il a gelé, par exemple.
quand il a gelé, quand après des périodes froides ou une herbe par exemple très jaune. C'est souvent une herbe qui est riche en sucre parce qu'elle a un peu souffert, donc elle a dû faire un peu plus d'efforts pour pousser. Oui, donc ça, c'est des périodes où il faut être un peu plus vigilant. Souvent, à l'herbe à l'automne, la petite repousse quand il a fait un petit peu froid déjà. Cette herbe-là est particulièrement ouais, riche en sucre, donc il faut faire très attention. Et je reviens donc sur la question d'Alix tout à l'heure parce que j'ai vu qu'elle avait commenté entre-temps. C'était le cheval qui était nourri à l'adulte spécifique énergie avec l'huile Omega Oil et qui posait la question par rapport au correcteur de foin, au céréales free. Elle dit que son cheval a quand même une perte musculaire. En quoi, enfin, est-ce qu'on peut l'aider par rapport à ça, lui apporter quelque chose en plus ou passer sur le correcteur? Enfin, sans photo peut-être, c'est un peu Oui, difficile, je mais suggère elle précise quand même qu'il a une perte musculaire. D'accord. Oui, ça peut être. Faudrait que je vois sa ration. Vraiment, faudrait que je calcule. Donc, je l'invite à envoyer un petit mail et puis on regardera sa ration pour essayer de trouver une solution à ça. Il n'y a pas de problème. Super. Avec des photos. Oui, avec des photos. Exactement. Extra. Extra. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Savoir, voilà, c'était surtout comment gérer. Essayer d'améliorer au mieux la santé d'un cheval avec avec l'alimentation. Bah oui, bien sûr. Après, je disais tout à l'heure, en fin de discours, on peut encore parler vite fait des vitamines. Il y a eu des recherches qui ont montré que les chevaux qui souffraient de Cushing étaient carencés en vitamine C. Donc, je reste encore un petit peu là-dessus. C'est intéressant de les supplémenter en vitamine C. Ça c'est une bonne chose. On a aussi des recherches récentes, pas si longtemps que ça, qui ont montré des carences en vitamine B12. Le spécifique énergie, par exemple, est renforcé. L'adulte spécifique énergie, je devrais parler en termes entiers, est renforcé en vitamine C, voire B12. Donc, ça serait, enfin, voilà, ça c'est intéressant pour ces chevaux-là. Ils ont mis la vitamine B12 en lien direct avec des maladies telles que Alzheimer et Parkinson. Donc, c'est vrai que c'est aussi des maladies qui touchent le cerveau. Donc, bon, les liens sont pas encore faits exactement, mais c'est quand même intéressant de prendre note de ça. Et de le considérer, tout comme le flore. Moi, je pense que c'est très important de souligner la digestibilité de la ration fourragère, parce que malgré tout, c'est quand même ça qui est le plus important pour le cheval. Donc, il faut à tout prix essayer de la valoriser de quelle façon que ce soit, et il y aura de toute façon une prise de poids assurée derrière. Ok. Et chez nous, du coup, le produit s'appelle le flore, pour les gens qui connaissent pas encore. Ok. Donc en gros, pour l'aliment, il faut, en fonction un petit peu du cheval et de sa capacité à se maintenir plus ou moins en état, choisir l'aliment notamment en fonction de ça. Sur le foin, faire attention au taux de sucre du foin et si possible le faire analyser. Et l'herbe, on peut mettre les chevaux à l'herbe, mais ça dépend de l'état de santé du cheval et aussi, je pense, de la période, ce que tu disais tout à l'heure, de la saison et de la période, et essayer de restreindre plus ou moins à certaines périodes de l'année. Oui, et c'est vrai que l'herbe qui est carencée en azote enfin, on en parlait, je sais pas, oui, on en parlait il y a pas si longtemps d'ailleurs, l'herbe qui est carencée en azote, par exemple, elle peut être plus riche en sucre, donc c'est vrai que c'est important de faire un suivi aussi de ces pâtures si on a la possibilité. Bon, c'est pas toujours réservé à chaque particulier ou écurie, entre guillemets, de le faire, mais ça, c'est vrai que si on a un suivi un tout petit peu assidu de ces pâtures, on peut essayer de gérer ces choses-là. Mais bon, c'est pas toujours facile. Nous, on le voit bien dans nos analyses de foin, c'est très très variable quand même. C'est très très variable, malgré la façon de prélever le foin de manière correcte, mais c'est pas toujours facile de suivre. Ok. Bon, de toute façon, il y a pas mal d'infos déjà sur l'article. Il y a beaucoup de questions, qui sont passées, on les a toutes notées, donc on va y répondre dans un second temps. On essaiera d'oublier personne. Et puis voilà, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Non, je pense que c'est beaucoup d'informations. On peut pas répondre à tout. J'espère que les gens ont apprécié, en tout cas, que ça pourra les aider à réfléchir comment gérer son cheval Cushing. Je pense que c'est une maladie, encore une fois, qu'on traite
de plusieurs façons. Il n'y a pas une seule façon qui est correcte, mais en tout cas, c'est une approche multidisciplinaire ou comment dirais-je, plusieurs façons. Et ça, c'est important. Et surtout, voilà, bien regarder son cheval à la fin et prendre le contact avec le vétérinaire. Ok, bon, bah, super. Merci Aneva. Merci à tout le monde d'avoir été présent, de nous avoir suivis. Et puis, n'hésitez pas. Pardon, vas-y. Oui, et puis peut-être qu'on refera encore un live bientôt sur un autre sujet, si ça peut être. Voilà, on en fera d'autres, on abordera d'autres sujets. N'hésitez pas aussi à nous envoyer des idées de thématiques que vous souhaiteriez aborder. Et puis nous envoyer toutes vos questions par mail, via nos réseaux. Voilà, on reste là. En attendant, bonne soirée à toutes et tous. Et bonne soirée à Aneva. Ouais, merci également. Au revoir. À bientôt.